si tu es dans une optique d'investir pour faire de l'argent et après y vivre, il va falloir que tu fasses ton choix. Mais sache que pour les États-Unis, si tu veux venir y vivre, sur Miami, comme le luxe, il est en train de monter en flèche. D'ailleurs, il y a une exode des riches de Dubaï vers Miami. Avec une grosse économie et que les gens font beaucoup d'argent, tu rembourseras ton bien plus rapidement. Ce que je vais dire, peut-être ça va choquer certains, mais en fait, le truc des taux d'intérêt, c'est clairement pour les pigeons. On s'en fout éperdument que les taux d'intérêt soient hauts ou soient bas, en fait. Ce que tu dois vraiment regarder, c'est, ok, est-ce que à l'instant T, ton bien, il est rentable? Moi, je pense que le marché immobilier, comme il a toujours fait, il s'auto-régule et il s'auto-régulera. Si tu veux investir là-dedans, va étudier le truc, mets en place un process avec un professionnel qui t'accompagne. Au début, ça va pas te rapporter des millions, mais petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Bon, Xavier, sur mon message Instagram, j'ai reçu 4 messages de 4 élèves du Forest Gang et ils m'ont tous posé la même question. Alors, je ne sais pas si c'est à la mode en ce moment, mais tout le monde veut investir à Bali, je ne sais pas pourquoi. Et donc, la question qui revient souvent, qui m'ont posé les 4 là, c'est voilà, j'ai une certaine somme. Est-ce que Bali, c'est le meilleur pays pour investir en ce moment? En fait, c'est une bonne question, Matt. Tu sais, pour moi, il n'y a pas de bon pays pour investir dans le moment. Ça, c'est un petit peu la technique quand tu ne sais pas investir. Tu cherches la bonne ville pour investir, le bon pays pour investir. En fait, tu cherches tout simplement une opportunité. Et si actuellement à Bali, il y a des opportunités à saisir, eh bien, il faut les saisir à Bali, en fait. Je vois si elles sont en France, il faut les saisir en France. Moi, j'ai un truc que je dis tout le temps à mes élèves et à ceux que j'accompagne au quotidien. Je leur dis, même en Amazonie, au fin fond de l'Amazonie, il y a un chef de tribu qui loue des huttes aux villageois. Donc en fait, le problème, c'est qu'est-ce que tu proposes comme service et qui est prêt à l'acheter ou à le louer tout simplement. Donc que ce soit Bali, la France ou peu importe l'endroit où tu investis, ça reste un bon plan à condition que ça corresponde à tes attentes. Donc Bali, je sais qu'il faut ramener du cash sur la table. Donc si tu as du cash sur la table, ouais. Si tu n'as pas de cash et que tu veux acheter à crédit, bah, j'ai envie de te dire, Bali, oublie quoi. Voilà, donc en fait, le facteur, c'est est-ce que tu as le cash tout de suite dispo ou est-ce Exactement. que tu veux utiliser l'effet de levier de la banque? Parce que tu vois, Exactement. là, les 4 personnes dont je te parle, ils ont tous entre 200 et 500 000 euros, tu vois, de cash de disponible tout de suite, tu vois. Et il y en a un qui me dit, ouais, à ton avis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'investis directement sur le Bitcoin? Parce qu'il y a de grandes chances que ça augmente en 2024 ou 2025 à cause du dollar et de l'euro numérique. Ou est-ce que j'achète cash, là, tout de suite, des villas? Il m'a présenté des sites internet avec des projets de construction ou des constructions déjà établies. Ok. C'est vrai que quand tu regardes le prix, non, déjà, quand tu regardes la villa avec les matériaux qui ont été utilisés pour la construire, quand tu regardes l'allure qu'elle a, la gueule qu'elle a, quand tu vois le potentiel qu'il y a pour la location saisonnière et l'emplacement et tout, et quand tu compares le prix de ça par rapport à ce que tu as en France ou même par rapport à ce que tu as ici à Miami, c'est vrai que je me dis, ah ouais, quand même, là, c'est pas cher donné pour ce que c'est. Tu vois, Ouais, je vois ce que tu... des villas en U, on dirait que c'est dans l'Amazonie. Il n'y a pas de mur, c'est que des belles vitrées, c'est en U, avec une piscine au milieu qui traverse tout le U. C'est bien décoré, c'est déjà décoré, c'est déjà meublé. Il y a 2 chambres, après, c'est 2 grands salons, grande cuisine. Voilà, la terrasse, ben, c'est tout le tour, c'est le contour du U, tu vois, avec l'eau qui passe autour, avec le terrain en plus, avec le terrain. Tout ça pour 262 000 euros. Alors à Bali, je ne sais pas c'est quoi la currency, j'y suis jamais allé. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent comme currency là-bas. Tu connais des gens, toi, qui sont là-bas? Moi, je connais du monde là-bas, mais j'avoue que même avec ceux qui sont là-bas, on parle en dollars. Ok. Puisque Ok. si tu veux, aujourd'hui, le dollar reste un petit peu la monnaie un peu universelle, j'ai envie de dire. Donc, je Voilà, ne donc, connais bah, pas voilà, la donc currency non plus. le promoteur, il va se faire une marge avec Exactement. la conversion. Et c'est vrai que quand je compare ça par rapport à ce que tu peux avoir en France et par rapport aux nouvelles lois, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, par rapport aux nouveaux projets de loi,
Et par rapport à ce que tu as à Miami, c'est clair que voilà. Après, je pense que ce qu'il faut noter surtout quand on veut investir, quel que soit l'endroit, il faut déjà définir ses objectifs principaux. Et tu vois, moi aujourd'hui, si j'ai 250 000 dollars à placer, c'est pas sûr que je les placerai directement à Bali parce que j'ai d'autres objectifs et j'ai une vision plus long-termiste. En fait, tu vois, par exemple, j'investirai cet argent-là différemment parce que mon objectif, ce serait plutôt de soulever de la dette et de faire de ces 250 000 euros se transformer en 1 million rapidement. Donc, comment je m'y prendrais, en tout cas, avec les éléments que nous avons actuellement, j'aurais scindé ces 250 000 euros en deux parties. Donc, 125 000 pour acheter, par exemple, un condo à Miami, tu vois, dans un condo à Miami, et 125 000 pour faire exactement la même chose. Sauf que ces deux biens-là me permettront de soulever 500 000 dollars chacun. Donc, j'aurai 1 million de dettes. Je mets tout ça en Airbnb. Je me fais un revenu confortable, mais à la fin, j'ai soulevé 1 million. Tu vois, c'est notre vision de l'immobilier, mais encore une fois, ça dépend des objectifs de chacun. Il y a juste des gens qui veulent placer leur argent et qui ne veulent pas vraiment faire de l'IMO. C'est OK. Mais moi qui suis dans l'IMO, je veux juste savoir comment soulever un maximum de dettes pour continuer à m'enrichir, puisque au final, ce n'est pas moi qui rembourse la dette, ce sont les locataires. Parce qu'au final, faire de la location en étant sur le sol français, faire de la location saisonnière à Bali ou à Miami, ça revient à la même chose. C'est pas toi qui vas gérer les entrées-sorties, les check-in, Exactement. check-out, la gestion des meubles, la gestion de tes clients qui va t'appeler à 3 heures du matin, j'ai plus de serviettes, j'ai plus de savon, j'ai plus de gel douche, essaie de me ramener ça, ramène un handyman parce qu'on a cassé le rideau, la clim ne marche plus, ramène un handyman, la machine à laver ne marche plus, ramène un handyman, tu vois, quand tu veux faire de la location saisonnière, soit tu emploies quelqu'un, c'est son taf de A à Z de faire ça, d'accord, c'est ce que nous on a fait à Miami, ou soit c'est toi qui gères, parce qu'au début c'était nous qui gérons tous ces problèmes-là, mais après quand le parc il a commencé à s'agrandir, ben, on a employé quelqu'un qui va faire uniquement toutes ces tâches-là. Et comme ça, nous, ça nous laisse du temps pour faire autre chose. Mais c'est clair que faire la location saisonnière à Bali ou à Miami, si tu habites encore en France, tu vas te retrouver dans le cas de figure où tu ne pourras pas gérer le bien et ça va être compliqué. Donc, il faudra passer par une tierce personne que tu vas embaucher qui va faire uniquement que ça. Mais Xavier, il a raison. Si tu es dans un objectif de faire beaucoup d'argent en soulevant des fonds par le biais des crédits, eh ben, tu seras plutôt dans un objectif de faire beaucoup d'argent. Mais si tu es juste dans un objectif de placer ton argent parce que tu ne sais pas quoi en faire tout de suite, mais tu as besoin de le placer, tu ne veux pas le laisser en banque, effectivement, tu vas te diriger vers des achats cash. Après, la personne dont je parle, Xavier, c'est une personne qui a l'habitude de faire en France déjà des opérations d'achat-revente. Il fait que ça, achat-revente, achat-revente, Ok. achat-revente. Il a utilisé une partie de l'oseille et là, il lui reste 250 000 euros. Donc là, tu viens de lui donner une première solution, c'est-à-dire aller soulever des fonds. Ouais, tu fais. En fait, l'idéal, c'est de faire ces 250 000 se transformer en 2 millions si possible, tu vois, en fonction de l'endroit où tu vas le placer. Tu vois, avec 250 000, bon, enfin, je pense que s'il veut investir à Bali, c'est qu'il veut diversifier son patrimoine. Tu regardes l'endroit où l'immobilier se porte bien. Typiquement, aujourd'hui, à Miami, même Bali aussi, d'ailleurs, ça se porte bien. Miami, c'est été élu la ville où le luxe est en croissance constante. Donc, je pense que voilà, si tu places ton argent intelligemment, tu soulèves beaucoup plus. Et toujours pareil, hein, si tu prends un crédit sur 20 ans, un truc tout con, hein, un crédit sur 20 ans, tu rembourses une partie de ton capital au bout de 10 ans. Si tu as soulevé 1 million, eh bien 10 ans plus tard, tu as quasiment un demi-million d'actifs, entre guillemets, quoi. Donc, Et, en fait, il y a plusieurs façons de voir les choses. et je dirais même, si tu choisis de faire de la location saisonnière à Miami, c'est pas au bout de 10 ans que tu vas, que tu vas te rembourser, mais peut-être au bout de 3 ans. Parce que moi, je sais que bon, après, c'était aussi dans le contexte de la pandémie en 2020. Tu avais tous les États qui étaient venus à Miami, parce que la Floride, c'était le seul État qui est resté ouvert du début jusqu'à la fin pendant le confinement. Et c'est clair qu'au bout de 8 mois, il y avait sur 30 appartements, t'en avais 5 qui se sont remboursés intégralement, tu vois. Donc, Ouais. aux États-Unis, vu que c'est un grand pays
avec une grosse économie et que les gens font beaucoup d'argent, tu peux rapidement rembourser ton prêt. Et la seule différence qu'il y a entre Bali et les États-Unis, c'est que les États-Unis, pour venir y vivre, le process est un peu compliqué. Bali, je ne sais pas, peut-être que Bali, c'est plus facile d'y vivre, c'est plus facile peut-être d'obtenir un visa pour rester. Mais si tu es dans une optique d'investir pour faire de l'argent et après y vivre, ben, il va falloir que tu fasses ton choix. Mais sache que pour les États-Unis, si tu veux venir y vivre, il faut que tu prennes en compte que tu dois prendre un avocat d'immigration, faire tes papiers, etc. Et peut-être que Bali, c'est beaucoup plus simple, mais en tout cas, tu rembourseras ton bien plus rapidement à Miami. Donc, je parle bien de Miami, hein, je ne te parle pas de l'Ohio, Cleveland, Chicago, tout ça. Détroit ou Cleveland. Voilà, oublie ça. Depuis le Covid, ça, c'est terminé. Mais par contre, sur Miami, comme le luxe, il est en train de monter en flèche. D'ailleurs, il y a une exode des riches de Dubaï vers Miami. Je ne sais pas ce qui se passe à Dubaï en ce moment, mais tous les riches de là-bas, ils sont en train de venir s'installer à Miami. Donc la classe moyenne est en train de partir de Miami pour aller vivre à Orlando parce qu'ils n'ont pas les skills, ils n'ont pas plusieurs sources de revenus, ou ils n'ont peut-être pas le temps d'avoir plusieurs sources de revenus. Je ne connais pas leurs excuses, mais ils sont en train de quitter Miami parce que c'est trop cher pour aller vivre à Orlando. Mais par contre, les riches de Dubaï, ben, ils sont en train de venir s'installer à Miami. Donc il y a un paradoxe entre les gens qui fuient Miami, mais aussi les gens qui viennent y vivre. Et ceux qui viennent y vivre, c'est ceux qui sont dans le luxe et l'ultra-luxe. Donc, c'est clair que ton appartement, il sera plus vite remboursé avec la location saisonnière ici à Miami qu'à Bali. Après, il faut que tu saches, est-ce que tu as une vision, tu as la vision, tu te projettes de vivre aux États-Unis ou est-ce que tu te projettes de vivre à Bali? Voilà, c'est le choix que tu devras faire. Et après, si tu veux aussi investir sur le Bitcoin et l'Ethereum, bah, tu prends une petite partie. Ou alors, tu prends tes revenus récurrents que tu vas toucher avec ta location saisonnière et puis tu en mettras une partie sur le Bitcoin avant 2024 et après 2024. Donc, si je comprends bien, selon vous, donc, Miami is the place to be en termes immobiliers. Parce que Xavier n'était pas trop chaud pour le roupie indonésien. Parce que vous cherchiez la... Non, du tout. Ne dis pas ce que j'ai pas dit. Le currency là, de Bali, c'est Non, le roupie. non, ne dis pas ça. J'ai pas dit ça. Mais encore une fois, tu vois, je pense qu'il y a de vrais coups à faire à Bali. C'est sûr et certain. Parce qu'en termes de luxe, j'ai pu voir pas mal de belles choses. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller là-bas, mais d'après ce que je peux voir, j'ai pu voir dans certaines vidéos, ou des remontées que j'ai eues des gens qui ont été là-bas. Bali aussi, en termes de luxe, c'est pas mal. Non, je pense qu'on ne parle pas spécialement de la même chose là. Bali, je pense que c'est très belle. C'est une très belle place, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Il y a des trucs super intéressants. Mais là, si on parle uniquement de l'aspect patrimonial, l'aspect monétaire, je dis, aujourd'hui, si tu as 250 000 euros et que tu viens à Bali en tant qu'étranger, tu vas pas avoir... Alors, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'entre-temps, les choses ont évolué et que c'est possible. Mais aux dernières nouvelles, tu ne peux pas avoir un crédit de Bali, en fait, tu vois, de l'Indonésie. Ils ne vont pas te faire un crédit à toi en tant qu'étranger pour acheter de l'immobilier et t'enrichir sur le sol. C'est complètement différent. Par contre, si tu viens avec du cash, oui, là, tu peux faire des choses. Donc, encore une fois, je pense vraiment que c'est une question d'objectif, puisque les villas qu'on voit, comme tu dis, Edge, les villas qu'on voit, elles sont magnifiques. Et il y a même des villas que j'ai déjà vues sur Bali, on n'a pas encore à Miami, tu vois. Donc, ils arrivent à associer la nature avec le luxe. C'est vraiment un truc de ouf. Après, le cash appelle le cash, que ce soit à Bali ou à Miami, tant que tu viens avec les poches pleines, il y a moyen de faire des choses. Mais en fait, la subtilité, c'est que si tu vas avec ton cash à Bali, tu vas utiliser ton cash une seule fois pour acheter un seul bien. Alors que si tu vas avec le même cash à Miami, nous, on connaît des agents IMO qui ont, on va dire, le bras long, qui ont le réseau pour faire investir des étrangers non américains, non résidents américains, investir en faisant un prêt à la banque. Exactement. Tu vois, et ça, c'est rare. C'est rare d'avoir ça.
Déjà, juste ouvrir un compte bancaire américain en étant non américain, non résident, déjà, ça commence à se compliquer. Avant, c'était facile, là, ça commence à se compliquer. Mais là, avoir par exemple un apport de 100 000 ou de 200 000 euros, tu le convertis en dollars, ça te fait un peu plus de dollars. Et avoir la possibilité d'aller voir une banque américaine ou d'aller voir un institut qui te prête de l'oseille avec un petit pourcentage qui se rapproche des pourcentages pour les résidents américains, avoir ça, c'est un truc de ouf parce que tu accèdes rapidement à des propriétés que tu n'aurais pas pu avoir si tu n'avais pas, si t'avais pas accès à ce réseau de real estate agent, donc à ce réseau d'agents immobiliers pour te donner accès à un prêt pour acheter des appartements dans des condos ou des villas piscines. Tu vois, et Ouais, ça change tout. Parce que avec la effectivement. même somme, comme il a dit Xavier, bah, tu peux emprunter deux fois. Tes 250 000, tu les coupes en deux et tu peux avoir un prêt pour prendre deux biens. Et comme ici, la location saisonnière, malgré la basse saison, elle tourne, tu vois, elle tourne. Donc tu rembourses ton bien plus rapidement. Bah écoute, t'as vu Bah, ce que après, encore une fois, moi, je ne suis pas un expert de Bali. Donc, il faudrait, si dans les commentaires, si vous connaissez des experts sur l'investissement immobilier à Bali, on aimerait bien discuter avec lui dans ce podcast. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est la différence que je vois, Xavier aussi le voit, entre si tu as du cash, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu achètes cash bash, un bien direct, en one shot à Bali, ou est-ce que je divise mon cash en deux et je fais un prêt et au lieu de me retrouver avec un bien, je me retrouve avec deux biens. Mais si dans ta tête, tu as plus projet d'aller vivre à Bali qu'à Miami, ben voilà, le choix il est vite fait, tu vois. Tout dépend d'où tu veux vivre aussi après avoir fait la transaction. Ouais, effectivement, moi, ça me rappelle quelque chose hein, quand tu parles d'investisseurs étrangers qui peuvent venir à Miami via des contacts d'agents immobiliers, pouvoir investir alors qu'ils sont étrangers. Parce que moi-même, j'avais eu cette opportunité là, pendant la crise, je crois que c'était 2008, hein, ça? Mhm. Mais si, c'était en 2008, je crois que je t'en avais Ouais, parlé. 2 minutes, tu ne m'en as pas parlé, hein. Moi-même, Je l'ai présenté en plus. je regardais les villas avec des C'était colonnes un gars à de moi piliers qui était romains. sur place. Un gars à J'avais moi pas qui est sur d'argent à place, qui l'époque. était dans l'immobilier et qui m'avait proposé justement un condo. Et je crois que le condo, il était à 50 000 dollars. Tu vois, 50 000 dollars, vu que le dollar, il était très bas à l'époque, il fallait déposer quelque chose comme 15 000 euros cash. Ça faisait Mhm. quoi? 19 000 dollars à l'époque. J'étais Et pauvre à l'époque. mais mon gars, cette opportunité-là, j'aurais dû la saisir à l'époque. Mais bon, tu sais, des fois, c'était pas le Parce que moment. le même condo, je suis sûr Mais, qu'aujourd'hui, il est vendu au moins mais 800 000 c'est dollars fou, facile. c'est fou. Là, les prix, les prix sont envolés. Les prix sont envolés comme telle une fusée, mon gars. Donc, ouais, non, après, tu as vu, effectivement, c'est vrai ce que tu dis par rapport au fait que tu viens de l'extérieur, quand tu viens avec un minimum de cash. Si tu as des bons contacts, tu peux faire de très bons investissements à Miami. Et ouais. Parce que justement, moi, avant d'avoir ce contact-là, je ne vais pas dire que j'avais fait l'erreur, mais tu vois, j'avais acheté 3 maisons cash à Cleveland, tu vois, et j'avais mes 14% de rentabilité avant que le Covid arrive. Quand le Covid est arrivé, la ville là, Cleveland, Détroit, tu vois, toute cette partie-là, ça s'est transformé en Zombieland. Ça s'est transformé en Walking Dead, tu vois. Il a commencé à avoir du squatting, les locataires, ils ont disparu. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Du coup, ça a été squatté par des squatteurs. Donc après, j'ai dû faire appel à des shérifs pour les renvoyer. Après, j'ai dû embaucher d'autres agents IMO pour essayer de revendre les maisons. Là, Dieu merci, j'ai réussi à revendre les maisons. Mais tu vois, quand j'ai acheté ces 3 maisons cash, le cash rassemblé de ces 3 maisons-là, j'aurais pu le diviser en deux et demander un prêt pour acheter autre chose en Floride, tu vois. Mais comme j'avais pas encore cette connaissance-là, j'avais pas encore l'agent IMO qui me permettait d'investir et de demander un prêt à une banque américaine sans être citoyen américain, j'aurais pu investir cet argent-là autrement, tu vois. Donc j'ai investi mon argent, j'ai acheté mes maisons, j'ai fait mon cash récurrent et tout. Mais à partir de 2020, le Covid a changé la ville, tu vois. Et du coup, il fallait vite que je me réadapte et que je revende la maison au prix du marché pour récupérer mon oseille et l'investir ailleurs. Mais si dès le départ, j'étais en relation
avec cet agent IMO qui avait les connexions pour faire accepter tous les dossiers des étrangers qui viennent avec du cash pour demander des prêts investisseurs de l'immobilier, ben, j'aurais été plus gagnant sur ce coup-là. Mais bon, c'est en faisant des erreurs que là, en fait, c'est devenu une erreur après 2020. Au début, ce n'était pas une erreur, c'était juste un placement d'argent. Je ne voulais pas laisser ça en banque. Et donc, j'ai acheté ces 3 maisons-là. Mais encore une fois, si tu n'as pas le network, si tu ne sors pas de chez toi, de toute façon, on dit qu'un entrepreneur qui ne sort pas, c'est un entrepreneur qui ne s'en sort pas. Donc, un entrepreneur qui sort, c'est un entrepreneur qui s'en sort. Quand tu ne fais pas assez de networking, quand tu n'as pas le contact facile comme toi, Hervé, et quand tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi, bah, tu n'avances pas. Tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller dans des séminaires, d'aller dans des meet-up, même si c'est un meet-up de 4 personnes, mais parmi les 4 personnes, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Tu vois, là, l'agent IMO dont je te parle, c'était un meet-up où il n'y avait même pas 6 personnes, et boum, je suis tombé dessus, et il s'avère qu'elle a accès, elle est en contact avec des instituts et des banques qui prêtent à des étrangers pour investir dans l'immobilier aux États-Unis, tu vois. Donc, il faut toujours faire les séminaires, toujours faire les meet-up. Tu vas sur Eventbrite, tu tapes séminaire business, rencontre business, meet-up business, et tu vas aller faire ton networking. Parce que si j'avais fait mon networking plus en profondeur, ben, j'aurais peut-être investi cet argent-là, les 3 maisons, d'une meilleure manière. Ouais, les gars, bon, moi, je vois tout à fait ce que vous voulez dire là, par tout ce qui est investissement IMO, que ce soit à Bali ou à Miami. Donc, j'ai bien compris que c'était mieux à Miami pour certaines raisons. Donc, chose que je peux comprendre. Mais là, la conjoncture, elle est devenue un peu compliquée au niveau de l'IMO. Je sais que bon, il y a toujours des hauts et des bas, mais là, à l'heure actuelle, là, vu les taux qui sont pratiqués, donc les taux d'intérêt sont en hausse, mais grave. Est-ce que c'est vraiment le bon moment d'investir dans l'immobilier? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, tu vois, c'est une très bonne question. Et ce que je vais dire, peut-être ça va choquer certains. Mais en fait, le truc des taux d'intérêt, c'est clairement pour les pigeons. On s'en fout éperdument que les taux d'intérêt soient hauts ou soient bas, en fait. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu n'achètes pas ta résidence principale, tu vas avoir quelqu'un, un locataire, qui va, entre guillemets, faire tampon avec les taux d'intérêt. Donc, il va payer ton crédit. Donc, tu vas ajuster tes loyers en fonction de ça. Tu vas acheter des biens aussi par rapport à ça pour que tu t'y retrouves en termes de rentabilité. Et au final, tu vas pas te concentrer sur les taux d'intérêt. Ce que tu dois vraiment regarder, c'est, OK, est-ce que à l'instant T, ton bien, il est rentable? S'il est rentable, tu achètes. Les taux d'intérêt sont élevés, c'est une chose. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ben, les taux d'intérêt, ils vont bien descendre à un certain moment. Et à ce moment-là, tu refais financer et tout est bien qui finit bien, tu vois. Quand je me suis lancé dans l'immobilier, à l'époque, les taux d'intérêt, ils étaient aux alentours de 3,8, 3,9, voire 4%. Et quand j'ai acheté à ce moment-là, tout le monde m'a dit, ouais, mais tu fais n'importe quoi, il faut attendre que ça baisse, etc. J'ai dit, ouais, ok, pas de problème, sauf que moi, j'ai acheté. Et après, quand les taux ont baissé, donc ça n'a pas pris beaucoup de temps, hein, tu vois. Je crois 3 ans après, les taux, c'était les taux les plus bas historiquement parlant, tu vois. Donc on a même atteint du 0,95%, 1% pour les plus chanceux, pour certaines personnes, en tout cas, qui avaient des bonnes conditions. J'ai envie de te dire que bah, moi, en tout cas, j'ai fait racheter tous mes crédits. Et j'ai des taux aujourd'hui à 1,3. Tu vois, donc c'est pour cette raison qu'il ne faut pas s'arrêter directement au taux là tout de suite. Tu vois, il faut juste se concentrer sur le bien que tu achètes. Si tu achètes ton bien et qu'il est rentable, vas-y. Et après, la conjoncture le permet, le marché le permet, tu fais racheter tes crédits, tu as des taux plus intéressants et tu t'es enrichi, quoi. C'est vraiment ma vision. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses, tu Matt? vois, dans mon crew de Marocains avec qui je fais Airbnb, là, il y a 2 biens qui ont été achetés et, avec un apport. Et le taux, il était à 7%. Tu vois, même 7,5%. Mais on s'en fichait parce que le bien, donc c'est un two-bedroom dans un condominium au 45e étage, sur corner, vue sur mer des 2 côtés. Et après avoir payé le crédit et les charges, c'est un unit qui rapporte 15 000 euros, enfin 15 000 $ de profit net, tu vois.
Donc, la seule chose qu'il faut faire, en tout cas aux États-Unis, c'est pas prendre un truc à taux variable. Tu prends un truc à taux fixe et tant que ton bien il est rentable et tant que tu fais du cash flow, voilà, faut y aller. Faut pas attendre, tu vois. Parce qu'en général, les gens qui vont te dire ah mais les taux ils sont trop hauts, c'est les gens qui investissent pas. Ouais, C'est pas des investisseurs, tu vois. Parce que ouais. moi, quand je leur pose la question, je dis ouais, mais toi, t'as combien de biens immobiliers dans ton parc? Ah, mais moi, j'ai pas encore investi. Ben, pourquoi tu parles alors? Tu viens me donner des conseils alors que tu pratiques même pas de. Tu viens me dire de ne pas investir alors que toi, tu n'investis pas. Ce que tu me racontes, tu n'es même pas en train de le pratiquer. Donc, moi, je ne peux pas t'écouter. Non, bah Impossible. c'est vraiment ça. Et en fait, euh, je te rejoins un petit peu sur ça, Matt. Ça ne veut pas dire que vous devez faire 15 000 euros tous les mois, sinon c'est pas rentable. C'est pas ça. Ce que ça veut dire, c'est que le moment idéal avec tous les voyants au vert, il existe peut-être une fois tous les 30 ans. OK? Donc là, en fait, il faut juste faire en sorte qu'il y ait un maximum de voyants au vert, donc un bien rentable, un bien, j'ai envie de dire aussi, bien placé, ça aussi c'est important. Quelques points clés qui vont entrer tout simplement dans votre stratégie. Et à partir de là, si vous avez ces éléments-là, bah, OK, les taux sont élevés, on fonctionne comme ça. Ça nous permet de taper aussi dans le prix d'achat. C'est un argument de négociation, de parler aux vendeurs et de parler aussi à l'agent immobilier en expliquant que, bah, écoutez, votre prix aujourd'hui, bah, il n'est pas cohérent parce que avec les taux pratiqués, bah, je vais pas gagner d'argent. Et tout le monde fait de l'immobilier. Enfin, je pense que la plupart des gens constitués correctement font de l'immobilier pour gagner de l'argent et c'est pas pour en perdre. Donc, partons de ce postulat. Si on a en face de nous un investisseur qui a déjà bien amorti son bien et qui a besoin de vendre, eh bien, il sera prêt à faire l'effort de baisser le prix. Et vous, derrière, vous baissez le prix et ça vous permet d'être rentable et ensuite vous faites refinancer et vous avez finalement gagné beaucoup plus que la plupart des gens qui ne font pas ça, quoi. Regarde, quand je suis arrivé en 2017 à Miami, à Blue Eagle, tu vois, j'étais arrivé à l'Icon, dans le condo l'Icon. À cette époque-là, les two bedrooms sur corner, ils étaient à 645 000 dollars. Et moi, quand je suis arrivé en 2017, j'avais quand même encore un peu ma mentalité de français, tu vois. Ah, mais vas-y, 645 000 dollars, ah, ça fait beaucoup quand même pour un two bedroom et tout. Et donc, j'ai commencé par la sous-location. Donc, je faisais de la sous-location. Et même en faisant de la sous-location, je trouvais ça cher. Parce qu'avant, un two-bedroom, avant 2020, c'était entre 3 500 et 4 500 dollars. Entre 3 500 dollars et 4 500 dollars. Et je trouvais ça cher. Mais comme il y avait beaucoup de rentabilité avec Booking et Airbnb, donc on s'en sortait bien. Après avoir payé le loyer, après avoir payé les charges et tout ce qui va avec, on s'en sortirait, on faisait à peu près de profit net pur entre 10 000 et 15 000 dollars selon la saison haute ou la saison basse. Et à chaque fois, le propriétaire me disait hey, Matt, j'ai mis le bien sur le marché, je l'ai mis à 645 000 dollars. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux l'acheter? Parce que moi, je dois retourner en Colombie, je dois faire des investissements en Colombie. Et moi, j'ai refusé, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est trop cher. Parce que je ne connaissais pas encore bien le marché à Miami. Je commençais à comprendre la location saisonnière via Booking Airbnb, mais sinon, le marché en lui-même, je ne le connaissais pas bien. Je venais juste d'arriver, moi, sur Miami. Et quand en 2020 est arrivé, donc 3 ans plus tard, 2017, 2018, 2019, quand le Coco est arrivé, le même two-bedroom sur le corner, il est passé de 645 000 dollars à 1,5 million. Il y a eu des propositions à 1,5 million. Mais il y a tellement de New-Yorkais, de riches New-Yorkais qui sont venus à Miami pour passer le confinement à Miami, de New York à Miami. De 1,5 million, il est passé à 3,5 millions et il a été vendu à 3,5 millions. Donc imagine-toi si moi, je n'avais pas eu cette mentalité de français, si je l'avais acheté directement à 645 000 dollars pour ensuite le revendre à 3,5 millions de dollars en 2020, tu vois. En fait, on va dire que oui, il y a des meilleurs moments que d'autres pour investir dans l'IMO, comme par exemple la crise des subprimes à cause des taux variables en 2008. Voilà, ça c'est, on veut tous reconnaître et revivre cette crise pour pouvoir en profiter maintenant qu'on a
maintenant qu'on a l'oseille, tu vois. Mais oui, il y a des meilleurs moments pour investir, mais il n'y a pas de mauvais moments. C'est tout le temps le moment, en fait, d'investir. Tu es d'accord avec moi, les C'est amis? ça. Je suis entièrement d'accord avec toi, tu vois. Tu as des moments où ça va couler beaucoup plus. Le cash va couler à flot pendant les grosses périodes de crise, hein. Forcément, on attend tous une crise des subprimes numéro 2 et là, on sait qu'on va se gaver. Ouais. Mais en vrai, tu ne dois pas compter sur une potentielle crise et espérer que ça se passe. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu continues à investir, tu le fais intelligemment. Et si la crise arrive, bah, tu es déjà prêt, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a une phrase qu'on dit souvent, hein, le meilleur moment d'investir, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Les crises, c'est toujours le moment où les gens ils se gavent le plus. Et souvent, on a loupé une opportunité qui, après, quand on a vu la finalité, on s'est dit merde, pourquoi? Donc, je pense que ça nous arrive une fois et après, on ne refait plus la même erreur. Donc, effectivement, donc, les taux sont en hausse, mais les gens continuent quand même d'investir dans l'immobilier. Ceux qui ont du cash, ils continuent toujours à avoir des opportunités et ils limitent à se gaver. Peut-être qu'ils se gavent moins qu'en temps de crise, mais ils se gavent quand même. Mais effectivement, donc en parlant de taux, en parlant de hausse des prix, en parlant de toutes ces choses-là, là en France, moi je me demandais, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que justement, il me semble qu'avant le Covid, si je me suis renseigné, tu me corrigeras Xavier, hein, mais je Vas-y. crois que 60% des Français étaient devenus proprios. Donc, les gens, ils étaient, à un moment donné, ils étaient chauds hein, sur l'immobilier. Il y avait une Mais recrudescence. c'était proprio de résidence principale aussi. C'était pas pour faire Oui, du oui, cash. effectivement. Mais ils étaient quand même proprios. C'est pour te dire que là, les taux et la hausse des prix fait que je me demande, est-ce que c'est pas devenu élitiste d'investir justement dans l'immobilier? Est-ce que l'immobilier n'est pas devenu élitiste en quelque sorte? Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et pour le coup, ta question, elle est très smart. En vrai, pour moi, aujourd'hui, oui, c'est devenu élitiste. Et je vais expliquer mes propos. Quand on dit élitiste aujourd'hui, ce ne sera pas tant sur l'aspect financier, mais plutôt dans la connaissance de l'instrument financier pour pouvoir atteindre tes objectifs d'achat immobilier. En fait, si tu veux, particulièrement en France, les investisseurs sont punis d'investir. Ok, ils ont mis en place des lois, une loi qui dit que bah, s'il y a quelqu'un qui squatte ton bien, au bout de 48 heures, tu peux rien faire. Bon, ça fait un petit moment que cette loi-là existe, on le savait. Mais la nouvelle loi qui est sortie, qui dit que le squatteur, il peut squatter chez toi, mais en plus, si tu n'entretiens pas le bien, il peut se retourner contre toi et porter plainte et C'est un truc de euh, ouf. tu vas devoir faire les réparations nécessaires. Mm. Je pense que même quand cette loi-là est sortie, les squatteurs ont dit, ouais, franchement, là, ils vont trop loin, la loi, tu vois. Même les squatteurs, ils ont dit, ouais, ça va trop loin, tu vois. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces politiciens? Et, C'est et, quoi? et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des mecs qui sont au contrôle du pays, qui sont en train de taper sur les gens qui sont en train de faire tourner l'économie. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, ceux qui font tourner l'économie vont se battre et c'est ce qui est déjà en train de se passer. C'est pour ça qu'il y a une fuite des cerveaux en France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu investis dans l'immobilier, il faut tout maîtriser en fait, tu vois, parce que là, on parle de ça, mais on peut aussi parler des DPE qu'ils ont mis en place, des nouveaux systèmes de DPE, où techniquement, bah, si tu n'as pas la bonne lettre, si tu n'es pas classé en B, en C ou maximum, j'ai envie de te dire, en E, eh bien voilà, tu es dans la merde, tu ne peux pas louer ton bien. Tu as des gens qui viennent contrôler, tu ne vas pas toucher la totalité de tes loyers. Et en fait, tout ça, c'est fait pour décourager, entre guillemets, les investisseurs. Donc, quand tu sais tout ça, c'est si tu ne t'es jamais formé à l'investissement immobilier et que tu te lances, mais clairement, prépare-toi à perdre énormément de cash. Tu vois. Mm. Par contre, quand tu es formé, tu sais que quand l'État fait un dispositif dans le but de punir, entre guillemets, les investisseurs, eux-mêmes, ils ont aussi
de l'immobilier. Donc, ils ont aussi un contre-dispositif qui te permet de continuer à t'enrichir. Tu vois, donc maintenant, c'est à toi de savoir comment mettre en place ces éléments-là, quelles sont les aides que l'État va mettre à disposition, que tu vas pouvoir bénéficier si tu es déjà propriétaire pour arranger le bien et pour respecter les normes qu'ils demandent aujourd'hui. Mais attends, parce que tu as vu, d'un côté, tu dis qu'ils tapent sur les investisseurs pour les décourager d'agrandir leur patrimoine immobilier, mais de l'autre côté, ils mettent aussi un dispositif pour t'aider. Ouais, ils mettent un dispositif pour t'aider, mais derrière ce dispositif, c'est l'arnaque. Hein. L'arnaque, elle est jamais loin. C'est-à-dire que ils vont te dire, OK, on va t'aider à faire ça. Par contre, attention, si on te donne trop d'aide, tes loyers vont être capés et tu ne peux mettre que des personnes qui ont des revenus minimum. Tu vois, genre en gros des personnes qui travaillent pas. On te le reprend d'un autre. Hein. Exactement, tu vois. Donc tout dépend encore de la façon dont c'est fait, tu vois. Donc l'État ne fait pas de cadeaux. Tu vois, quand l'État te donne un truc, c'est pour savoir à quel moment il va le récupérer. Moi, j'ai l'impression que l'État essaie de durcir l'accès à la propriété, que ce soit pour une résidence principale ou pour faire du cash et toucher des rentes. Moi, j'ai l'impression qu'ils essaient de suivre l'idéologie de Klaus Schwab, hein, donc le mec qui gère le forum de Davos. C'est-à-dire, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Parce que là, toutes les lois qui sortent en France, c'est pour essayer de te déposséder de tes terres et de tes biens immobiliers. Tu vois. Et comme ça, l'élite, parce que je reprends ta question, est-ce que l'investissement immobilier n'est pas en train de devenir élitiste? Ben justement, les élites, donc ceux qui sont au pouvoir dans le pays, eh ben, j'ai l'impression qu'ils font en sorte que personne ne puisse investir dans l'immobilier pour qu'au final, il n'y ait que eux qui puissent investir dans l'immobilier et puis nous, on est locataires à vie. Mais en même temps, ils te donnent quand même des aides. Mais si tu prends trop d'aides, eh ben, tu reviens au point de départ, tu vois. En fait, pour moi, c'est un peu la stratégie du bâton où tu as le mec qui te frappe et après, il te dit, mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller, je le fais pour ton bien. C'est un petit peu ça. Tu vois. Donc, tu vois, c'est un peu contre-intuitif. Mais l'idée, après, quand tu sais comment ça fonctionne, tu sais que tu ne vas pas spécialement prendre des aides de l'État, d'où l'importance de bien savoir investir. Et après, encore une fois, tout dépend des objectifs de chacun. Il y a des investisseurs qui s'en sortent très bien en utilisant uniquement les aides de l'État. Mais par contre, derrière, tu vois la typologie des locataires qu'ils ont, bah, le profil, il faut vouloir dealer avec ce profil-là, tu vois. C'est un profil très particulier. Ce sont des personnes qui, pour la plupart du temps, ont énormément d'aide sociale, donc qui n'ont pas la même valeur que celui qui travaille dur et qui se dit, bon, c'est quand même chez moi, je dois faire attention, j'ai pas envie que ma caution saute. Celui qui ne met pas de caution, qui ne met pas de loyer, qui a tout, qui est totalement financé, ben, il ne va pas se comporter de la même façon que celui qui met sa caution, qui met son loyer. C'est des comportements qui sont totalement différents. Donc, en fait, c'est la France, quoi, les gars. En tout cas, vas-y, dis-moi, Hervé. Ouais, justement, il y a une étude qui dit que le marché, c'est en 2023, donc s'est effondré de 14%, donc il tourne au ralenti. Et en même temps, donc avec la hausse des taux de crédit, donc qui gèle la capacité d'emprunt des ménages, donc il y a une espèce de crispation je peux employer ce terme, du marché. Donc, ça fait que certains ménages ne peuvent plus se permettre d'acheter. Et je me dis que là, avant le Covid, si je ne me trompe pas, il y avait un espèce d'engouement justement pour l'investissement immobilier qui fait que tout le monde se retrouvait à s'intéresser plus ou moins à ce domaine et commençait à investir et à avoir une certaine rentabilité. Et je me dis, est-ce que c'est pas une volonté, je ne sais pas d'où, je vais dire une volonté, justement de casser un peu du sucre sur le dos de l'immobilier, pour faire croire aux gens, faire en sorte que cet engouement-là à l'investissement immobilier soit cassé
et que elle soit réservée qu'à une certaine élite, hein, Ben ce dont oui, on... parce que je reviens toujours à la même chose. La Mhm. philosophie de Klaus Schwab, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Mais comme Ouais. ça, en même temps, eux, avec leur structure, avec leur grosse industrie, à la place du peuple, hein, ils peuvent racheter tous les terrains et tous les biens immobiliers. Comme ça, il n'y a que eux qui peuvent s'enrichir. Donc c'est pour ça que avant que l'euro numérique arrive, et même le dollar numérique aussi pour les Américains, il faut apprendre à faire du genre, il faut apprendre à faire de l'argent, il faut apprendre à investir en bourse, apprendre à faire du trading, apprendre à investir dans l'immobilier pour investir dans l'immobilier le plus rapidement possible avant que l'euro numérique se mette en place et qu'ils mettent des restrictions sur l'euro numérique. Parce que si tu reçois ton dollar numérique qui est émis directement par l'État et qui n'est pas émis par une banque privée, si l'État te dit, bon, toi, je t'ai cramé, tu es un mauvais citoyen, donc avec ton euro numérique, je vais uniquement te permettre d'acheter ça, ça, ça et ça. Par contre, tout ce qui est investissement, c'est fini pour toi. Comment tu fais? Parce que c'est possible. En Chine, c'est ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que là, on est en 2023. C'est maintenant, si tu veux pas trop trouver dans la merde et être bloqué avec ton euro numérique relié directement à l'État, il faut que tu apprennes à faire de l'argent, avoir plusieurs sources de revenus pour investir le plus rapidement possible et intelligemment, euh, de manière Et smart, l'immobilier, et dans l'immobilier l'immobilier. en est une. Hein. Et l'immobilier Ouais, en mais est. c'est pour ça, il faut Et apprendre à faire là, de on l'argent veut te faire croire que. pour avoir des apports ou même Mhm. sans apport. Mais ça commence à être difficile pour investir sans apport, mais c'est toujours possible, ça se fait toujours. Mais il faut faire de l'argent pour avoir Mais un apport, comme ça ton dossier passe en premier. Et puis, tu investis dans l'IMO le plus rapidement possible. Comme ça, tu sais que si jamais tu es freiné avec ton euro numérique, au moins, toi, tu as tes rentes qui rentrent avec ton parc immobilier. Je me trompe ou pas? Non, c'est ouais, moi, clairement ça. C'est clairement ça. Et tu as dit un vrai truc. Aujourd'hui, ça devient très difficile d'investir sans apport. Et c'est vrai. Il y a encore des personnes qui arrivent à le faire. Tu vois, par exemple, certains des membres que j'accompagne aujourd'hui, certains d'entre eux arrivent encore à investir sans apport. Mais tu vois, c'est au cas par cas. Ça dépend de qui tu es en face de toi. Est-ce que c'est quelqu'un qui comprend ta logique? Ça va dépendre aussi du compte en banque que tu vas présenter, de la façon dont tu vas présenter ton dossier et de ce que tu es prêt à faire pour donner la contrepartie. Tu vois, donc tous ces éléments-là vont être très importants. Et pour rebondir sur ta question, Hervé, effectivement, je pense quand même qu'il y a une volonté de freiner un petit peu l'ambition des gens, puisque faut pas se voiler la face, hein, depuis les réseaux sociaux, depuis YouTube et tout ça, il y a forcément beaucoup plus de personnes, en tout cas de jeunes, qui se sont lancés dans l'investissement immobilier. Il y a des personnes pour qui ça a très bien fonctionné, d'autres moins bien. Mais celles pour qui ça a bien fonctionné, c'est des gens qui arrivent, qui n'avaient jamais eu 100 000 euros sur leur compte. Elles ont fait une opération achat-revente, elles se sont bien débrouillées. Elles ont récupéré 100 000 euros. Mais comment tu veux expliquer à quelqu'un qui a fait 100 000 euros pour une opération qui s'est passée, allez, en à peine 7 mois, d'aller travailler dur comme fer? Là, tu pètes des barrières mentales. Donc, une fois que tu as pété ces barrières-là, une fois que le mindset il est explosé, ben, c'est des gens qui vont jamais quoi au fait d'aller travailler de 9h à 17h. Ils vont te dire non, là je vais travailler de 9h à 17h pour obtenir un crédit parce que c'est ce que la banque voudra. Une fois que j'aurai tous mes crédits, une fois que j'aurai fait toutes mes opérations immobilières, là à ce moment-là, ben, je vais lancer un nouveau projet, je vais vivre de mes rentes ou encore plein d'autres choses, quoi. En fait, ça dépend vraiment de plein de choses, mais il faut pas se voiler la face. L'engouement qu'il y a eu autour de l'investissement immobilier, le gouvernement n'est pas bête. Ils ont vu les sommes passer, ils ont vu aussi que de plus en plus de personnes deviennent propriétaires. Ce qui a causé ça aussi, c'est pendant la période de la pandémie, hein, forcément. Hein, cette période-là, bah, les gens, ils n'avaient rien à faire, donc ils ont commencé à s'informer un peu plus. Ils ont vu qu'il y avait autre chose qui existait, et c'est aussi pour cette raison qu'il y a eu des déserteurs au niveau de certains postes. Les gens ont déserté leur poste après le Covid, tu vois. Donc tout ça, ça a eu un impact et je pense qu'aujourd'hui, bah, étant donné que le gouvernement aussi a imprimé beaucoup d'argent, le gouvernement a fait tourner la planche à billets, bah, il y a une facture à payer. Donc la facture qui est à payer, c'est par l'augmentation des taux, par le fait que bah, la population paye d'une manière ou d'une autre, donc avec aussi l'inflation et plein d'autres choses. Donc tout ça, ça a un impact aussi bah, sur les gros actifs
et l'immobilier en fait partie. Ouais, tout à fait. Mais je pense qu'il y a encore des bonnes petites affaires à faire en immobilier parce que j'ai un ami donc, avec qui il m'arrive de faire un peu d'IMO quand j'ai un peu de temps. Donc, je bosse un peu dans l'IMO aussi, qui a une agence. Et il y a En des... France, sur Paris? Oui, bien sûr, sur Paris, sur la région parisienne. Donc, dans le voilà, 91, plus précisément. Et il y a pas mal de gens qui viennent et qui achètent pour faire de la colocation après. Parce que justement, c'est dans des endroits où il y a des facs, des écoles, et il y a un billet à faire. Et les investisseurs sont toujours là. Les gens, sont toujours là à acheter des biens, à l'affût des biens, malgré l'état du marché. Parce que je pense que c'est une pression qu'on nous met, c'est le gouvernement qui veut faire peur aux gens aussi. Mais il y a encore de très très bonnes affaires à faire et il ne faut pas donc baisser les bras. Bien sûr, il faut mûrement réfléchir ces investissements et y aller avec des professionnels qui nous accompagnent justement tout au long du process. C'est encore possible de gagner sa vie, de faire un peu de sous et de mettre en place des choses dans l'immobilier, hein, malgré la hausse du prix du mètre carré, parce qu'il y a le Grand Paris justement donc, qui est en train de se mettre en place. Donc, les gens donc, qui veulent acheter des résidences principales, bah, ils ont tendance à s'éloigner de la région parisienne pour avoir des prix abordables. Mais dans le Grand Paris, bah, c'est là où il faut, moi, c'est ma vision à La zone moi. géographique. Voilà, c'est ma zone géographique, mais c'est ma façon de voir les choses. Je pense que c'est là où il y a des coups à faire, parce que c'est là où il y a des grandes écoles, c'est là où les transports se mettent en place, les tramways, le métro dans le Grand Paris. Donc là, c'est là, si tu as moyen d'acheter un bien et de faire de la colocation ou de la location tout simplement, bah, c'est à ces endroits-là qu'il faut faire. Mais effectivement, Pour ceux qui sont sur Paris et la région parisienne. oui, pour ceux qui sont sur Paris et la région Ouais. parisienne. Mais après, je t'ai dit, hein, ceux qui veulent acheter une résidence principale, la plupart du temps, ils s'éloignent parce que le prix du mètre carré dans la région parisienne, bah, ça devient inabordable. Je crois qu'il y a eu une progression de 30% en 10 ans, selon une étude que j'ai vue là, dernièrement. Et donc, les prix continuent à flamber. Après, j'ai envie de te dire, le marché il diffère selon les régions, hein, tout comme le prix du mètre carré. Tu vois, donc, ça veut dire que si tu vas d'une région à l'autre, ben, on dit que le marché s'effondre dans telle ou telle région, mais d'une région à l'autre, ben, ça marche fort. Tu vois, donc, moi, je pense que le marché immobilier, comme il a toujours fait, il s'auto-régule et il s'auto-régulera. Donc, même si là, il y a une espèce de ralenti, mais ça va reprendre. Et est-ce que ce ralenti n'est pas une volonté de ceux qui nous gouvernent ou de ceux qui sont à la tête de tout pour pouvoir justement se garder la plus grosse part du gâteau? Ça, c'est fort probable. Mais voilà, il faut être serein, il faut garder la tête sur les épaules, il ne faut pas avoir peur. Si tu veux investir là-dedans, va étudier le truc, mets en place un process avec un professionnel qui t'accompagne et tu vas faire ton investissement et qui va te permettre d'avoir une certaine rentabilité. Au début, ça ne va pas te rapporter des millions, mais petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Voilà, moi, là, Ouais. comment je vois les choses. Les Et, sacs de riz se remplissent avec les grains de riz. Mais exactement. regarde en 95, non, c'était en 96. La mère du pote qu'on a en commun, là, elle avait raison. Ouais, bah effectivement, tu vois, tu fais bien d'en parler. Donc, je vais raconter l'anecdote à Xavier puisqu'il ne la connaît pas. Donc, on a un pote en commun donc, avec qui on a grandi. Sa mère, à l'époque, dès l'époque, elle était manager dans En un... 96. Ouais, en 96, elle était manager dans un fast-food. Et ses fils étaient là au quartier, voilà, ça traînaillait, tout ça. Bon, l'école, c'était pas trop ça. Les amis, au diapason, elle en a pris un, elle a dit, vas-y, tu vas bosser là avec moi. Tiens, elle a fait en sorte qu'il devienne manager lui aussi. Elle le place là. Elle dit, écoute, elle avait déjà 4 biens en location, mais dans les quartiers vers chez nous, hein, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, des coins improbables. Mais elle a été très smart parce que ces endroits-là sont en train de changer. Actuellement, on construit le tramway, on construit là, les transports en commun. C'est des zones qui se développent. Ils sont en train de changer le paysage urbain de ces zones-là. Donc, ils sont en train de tout refaire. Et elle a paix à son âme, elle n'est plus là, mais ses fils ont pris le relais.
bah, tous ces apparts-là, ils les ont conservés et ils sont encore en location. Donc, c'est une rente c'est une rente pour eux. Donc, dès 96, elle les avait déjà mis dedans. Elle avait déjà 4 ou 6 appartements. Elle a fait en sorte que chacun de ses fils, elle a 4 fils. Chacun de ses fils en achète. Chacun achète un bien. Aujourd'hui, avec ce qu'elle leur a légué et ce qu'ils avaient déjà, eux, ben, ils ont dû refaire d'autres investissements. C'est des gens que je suis proche. Et voilà, il y en a qui, voilà, il tourne, il a son restaurant. L'autre, il avait mis en place un système de camions avec de la bouffe dedans. C'est des gens, dès le départ, ils ont eu une éducation financière. En mode hustler. Exactement, ça, c'est une maman. Elle était là, elle avait le mindset déjà. Elle avait le mindset, c'était une bosseuse. Mais en même temps, c'était pas une bosseuse en mode vas-y, oui, patron, je vais travailler, j'ai mon salaire. Voilà, non, vas-y, je travaille, j'ai mon salaire, je veux gravir les échelons, je veux devenir manager. En même temps, j'investis sur le côté. En même temps, éducation financière, elle était très, très, très loin, très dans le turfu. Et moi, j'ai observé et ça m'a donné des bases aussi en termes d'éducation financière. Franchement, c'est vraiment un exemple à suivre. Et aujourd'hui, donc, je te parle d'un truc, je te parle de 96, on est en 2023. Et il y avait déjà à l'époque, voilà, en immobilier, on parlait de crise, on parlait de ci, on parlait. Donc, à chaque époque où il y a eu une crise immobilière, et ça continuera, et à chaque fois, ça va s'autoréguler. Donc, il ne faut pas avoir peur. Seulement, il faut juste faire des investissements réfléchis. On ne peut pas tout le temps gagner, hein. Des fois, il faut savoir perdre pour gagner. Donc, si tu perds une fois, ben, tu vas prendre la leçon, tu vas voir pourquoi tu as perdu pour ne pas reproduire ce qui t'a fait perdre. Donc, ça veut dire qu'après, tu vas progresser. Comme on dit, on apprend de nos erreurs. Et souvent, l'erreur, c'est le début de la réussite. Donc, moi, cette crise-là, ce qui est en train de se passer, ça ne me fait pas peur. Au contraire, il faut étudier justement comment faire pour contrecarrer, pour contrer cette crise-là. Comme tu dis, Mathieu, trouver des éléments qui nous permettent de mettre en place des choses pour avoir d'autres sources de revenus, pour parer à ce qui va se passer. Parce que le putapitrice, comme on dit chez nous. comprendront ceux qui comprennent. Exactement. Mais il faut chercher à comprendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je me dis aussi, est-ce qu'en France, on peut encore s'enrichir dans l'immobilier? Donc, Xavier, toi qui es dans le domaine, toi qui es en plein dedans, est-ce que tu penses qu'en France, on peut encore s'enrichir donc, avec les nouvelles lois qui sont en train de mettre en place pour contrecarrer tout ça, avec toutes ces élites qui sont là, qui sont en place, qui veulent garder la grosse part du gâteau, donc qui fait que l'immobilier peut ou tend à devenir élitiste. Est-ce qu'on peut encore s'en sortir? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, très sincèrement, ce que je vais dire, je vais l'expliquer aussi. Mais il n'y a que les pauvres qui pensent qu'on ne peut pas s'enrichir avec l'immobilier. Ok? Et quand je dis que les pauvres, c'est pas pauvre sur le compte en banque, mais c'est plutôt pauvre dans le mindset, dans l'état d'esprit. Si ton état d'esprit n'est pas au rendez-vous, tu ne vas jamais pouvoir t'enrichir. En fait, si tu veux, les lois, les règles changent constamment. Ok? Ce qui va être important pour toi, c'est comment tu vas jongler, comment tu vas positionner tes pions avec les nouvelles règles, les nouvelles lois. L'immobilier, ça existe depuis plusieurs centaines d'années. Ça a toujours existé puisqu'il a toujours fallu avoir un toit pour se loger puisque c'est un besoin primaire, j'ai envie de dire secondaire, pas primaire. Si on prend la pyramide de Maslow, on dira que c'est le besoin secondaire. Il faut se loger. Donc, partant de ce postulat, j'ai envie de te dire que tant que les gens ont besoin de se loger, eh bien, il y aura des opportunités, des affaires à faire et des affaires à saisir. Maintenant, pour pouvoir s'enrichir, eh bien, il va falloir connaître les techniques de riches pour s'enrichir, puisque forcément, les riches ont une autre façon d'aborder le marché. Ils vont l'aborder non pas en achetant un Pinel et en espérant réduire leurs impôts. C'est encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont se positionner sur un Pinel ou je ne sais pas quelle loi en disant oui, j'ai investi dans l'IMO. Ouais, payé... dans Pinel, tu as le mot PIN. Tu as payé ton bien, j'ai envie de dire, 2 fois plus cher
mais tu payes moins d'impôts. Enfin, tu payes pour payer moins d'impôts. Et à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui va me dire, oui, mais moi, j'ai un Pinel un peu différent qui a des airbags et du coup, c'est pour cette raison que le mien, il est meilleur. Et tu gagnes combien? Je gagne pas, mais si tu gagnes pas, c'est que c'est pas rentable, mec, Ah tu oui. vois. Donc, celui qui fait ses biens, qui construit ses biens et derrière qui met en place un dispositif Pinel pour ceux et celles qui veulent acheter, lui s'enrichit. Mais celui qui achète un Pinel, en tout cas dans le neuf, il y a plein de gens qui ont acheté des Pinel et qui pleurent aujourd'hui parce que ces personnes ont acheté dans des endroits où il n'y a plus personne qui a envie d'habiter là-bas. Et c'est surtout que quand tu achètes dans le neuf, tu payes plus cher, mais sauf que quand tu revends le bien, il est plus neuf. Donc tu le revends au prix du marché. C'est pour ça que beaucoup de personnes perdent de l'argent. Donc encore une fois, il faut savoir quoi faire, il faut savoir dans quoi investir, mais surtout comment le faire et à quel moment le faire. Tu vois, je te prendrai un exemple tout bête, Hervé. Moi, j'ai compris très rapidement qu'en achetant des studios, je n'allais pas m'enrichir. Donc c'est pour cette raison que j'ai orienté mon expertise directement sur les immeubles de rapport. Et j'ai acheté mon premier immeuble de rapport assez rapidement. À 29 ans, j'étais déjà propriétaire de mon premier immeuble de rapport. À 30 ans, j'avais déjà acheté 2 autres immeubles de rapport et j'ai enchaîné très rapidement. Tu vois, une fois que tu comprends la mécanique, une fois que tu comprends que en fait, c'est comme ça que les gars ils s'enrichissent, eh bien, tu suis le système et tu reproduis encore et encore jusqu'au moment où l'argent coule à flot, quoi. C'est vraiment ça l'état d'esprit. Encore une fois, il faut toujours avoir une vision long terme. Et ceux qui n'arrivent pas à s'enrichir avec l'immobilier, c'est tout simplement parce qu'ils veulent faire un coup là tout de suite. Ils veulent devenir riches du jour au lendemain. Et Ouais, là, c'est compliqué, quoi. Ça n'existe pas. Mais Toi, t'en penses quoi, Matt? comme, je sais pas, juste une petite Ben, phrase après, Matt, laisse-moi juste placer cette phrase, après je te laisse. Voilà. vas-y, vas-y. Donc, par rapport à ce que tu disais, on parle de loi Pinel, on parle de loi justement qui met les bâtons dans les roues pour nous empêcher de nous enrichir dans l'immobilier. Effectivement, comme tu l'as dit, tu ne peux pas t'enrichir du jour au lendemain. Mais les riches qui sont en place depuis la nuit des temps, ils continuent à investir dans l'immobilier. Le gars, il est riche. On te dit que l'immobilier, oui, en ce moment, ça se crache, mais tu vois que les riches, ils continuent à investir. Exactement. Donc, à un Eh moment, Non, oui. mais tu vas avoir donc, ça veut des dire gens. que les lois qu'on met en place, moi je dirais que j'ai tendance à dire, les lois les lois sont faites pour être contournées. Exactement. Parce que c'est comme on dit, chaque problème a sa Mais solution. des fois, ils créent même des lois Chaque en loi a son oubliant. contournement. Chaque loi a son contournement. Mais Parce regarde, que Hervé. le riche qui est en haut, dès qu'il y a une loi qui sort, il a toujours son homme de loi qui lui montre comment contourner cette loi-là. Donc, nous, on doit chercher justement comment les riches ils font pour contourner ces lois-là, pour continuer à s'enrichir et continuer à investir dans l'immobilier. Parce que moi, je le vois, je le répète encore une fois, si il y a des gens qui continuent à investir dans ce domaine, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Voilà. Donc, il faut savoir comment s'y prendre. Tu sais que des fois, ils créent des lois en oubliant qu'il existe déjà des lois sur lesquelles ils sont en train de travailler et du coup, ils s'annulent eux-mêmes des fois. Ils s'en mêlent les pinceaux. Tu vois, ils s'en mêlent les pinceaux et donc ils créent une loi qui annule la loi qui était déjà là avant. Et c'est là où tu as les avocats talentueux qu'ils arrivent à contrecarrer ce qu'ils essayent de bloquer. Mais ouais, moi je suis d'accord, hein. De toute façon, moi, ma deuxième activité ici à Miami, c'est la location saisonnière. Donc, comme il disait Xavier, c'est un besoin secondaire. Quand tu es en France et que tu es salarié et que tu prends encore les transports communs, tu vois les millions de gens qui transitent dans les gares et aérogares, les aéroports. À la fin de la journée, ces gens, ils vont où? Ils vont dans de l'immobilier pour aller dormir. Donc, quoi qu'il arrive, tu feras toujours de l'oseille avec l'immobilier tout le temps. Et comme il a dit Xavier, l'immobilier, ça existe depuis avant le Messie, Jésus, ça existait l'immobilier. Donc, tu feras toujours de l'oseille. Même si tu as des politiciens qui vont augmenter les taux d'intérêt, même s'ils essayent de bloquer le peuple pour investir dans l'immobilier, ils sont quand même obligés de laisser ceux qui présentent les meilleurs dossiers pour investir dans l'immo. Parce que s'il n'y a plus d'immobilier, s'il n'y a plus d'accès à la propriété, il n'y a plus d'économie qui tourne. Clairement. Il n'y a plus d'économie qui tombe. S'il y a plus d'accès au crédit, l'économie, elle tourne Parce pas. que
même ceux qui sont dans le forum de Davos et qui essayent de mettre à l'amende de toute la planète Terre, même eux, ils se mentent à eux-mêmes. Admettons que tu veuilles faire en sorte que le peuple ne soit plus propriétaire de quoi que ce soit et que tu sois locataire de tout. Comment l'économie, comment elle va tourner si tout va que dans une seule main? C'est impossible. Il faut juste savoir bien présenter ses dossiers et surtout investir avant l'euro numérique. Parce qu'il n'y a que, en vérité, quand tu réfléchis bien, il n'y a que la mise en place de l'euro numérique qui va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Et pour toi, l'euro numérique, c'est quand? Concrètement? On ne peut pas savoir, mais on a quelques indices qui nous... Ils nous mettent la pression. Non, en fait, on a des indices qui nous donnent, et ces indices-là nous ramènent vers 2024-2025. Déjà, par exemple, aux États-Unis, ils parlaient d'août 2023, on y est déjà, donc il n'y a rien qui se passe. Donc, à mon avis, 2024-2025, ça y est, c'est bon. Parce que regarde, il y a les BRICS qui sont en train de se former avec une nouvelle currency adossée à l'or. Le dollar, il est plus adossé à l'or. L'euro, on ne sait même pas. Et là, dans les BRICS, il y a la Chine. On ne sait même pas comment la Chine va faire avec les BRICS et son yuan numérique. Mais est-ce que ce n'est pas intéressant de s'intéresser à la currency des BRICS parce que si elle est adossée à l'or... Bien sûr, c'est une opportunité, c'est une fenêtre d'opportunité, quoi qu'il arrive. Je crois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est une fenêtre d'opportunité. C'est comme les réseaux sociaux. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, tu as ceux qui sont partis télécharger des albums de rap et tu as ceux qui ont vu l'opportunité directement pour vendre des produits sur Internet. Tu vois. Donc là, X, pour revenir à X, pour faire une petite parenthèse. Opportunité de fenêtre. C'est une fenêtre d'opportunité. Fenêtre d'opportunité. Donc Zav, tu vas faire ton compte X là bientôt, non? Bah ouais, c'est sûr que mon compte X il va être là, t'inquiète pas. Moi-même, j'avais pas. Encore une fois, en fait. Moi-même, j'y avais pas, je vais m'y intéresser. Hein. Je crois que non, mais dis-toi bien une chose. En fait, on est dans un monde qui va très très vite. Tu vois, ça ne veut pas dire que X sera là dans 10-15 ans, c'est pas ce que je dis. Mais s'il y a quelque chose à prendre sur les prochaines années, tu dois être là, en fait, en tant que Imagine-toi, tu vois. Imagine-toi si X devient une plateforme pour acheter et revendre des biens immobiliers avec le dollar numérique ou l'euro numérique. Imagine. Parce que tu vois, il y a déjà des plateformes pour acheter des parcelles de biens ou des biens immobiliers, mais avec des crypto-monnaies. Ça existe déjà. Oui. Imagine maintenant, X, il te dit, bon, tu peux mettre en vente des parcelles de ton bien immobilier ou ton bien immobilier et tu es connecté au monde, tu es connecté sur une marketplace. Que tu vois, par exemple, sur Facebook, tu as une marketplace, tu peux vendre tout ce que tu veux. Mais imagine-toi si Elon Musk, il fait une marketplace immobilier sur son application. Mais ça va être une fenêtre d'opportunité de folie. Ouais, c'est un exemple que je te donne. J'aurais pu dire, c'est complètement fou ce que Matt est en train de dire, mais le problème, c'est que Elon Musk, il est complètement fou. Donc, tout est possible. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu vois, la toute première fois, quand il y a eu le réseau social Facebook, tu postais une photo, on pensait que c'était le nouveau Skyblog, tu vois. Et aujourd'hui, Facebook, c'est une entreprise où tu vas promouvoir tes services par le biais de la publicité. Et la publicité va atterrir sur Instagram. Instagram, avant, c'était genre un album photo. Maintenant, c'est de la vidéo. Maintenant, c'est des réels. C'est plein de choses, tu vois. Et aujourd'hui, maintenant, Instagram, c'est aussi une boutique. Une boutique en place où tu peux mettre tes produits, tu peux vendre tes produits, tu peux promouvoir ta boîte. Enfin, les choses vont tellement vite que si tu ne saisis pas les opportunités au bon moment, eh bien tu diras juste, tu feras partie de ceux qui diront merde, si j'avais su, j'aurais fait. Tu vois. C'est vrai, effectivement. Non, mais tout ça pour on est encore revenu sur les réseaux sociaux, mais on va recentrer le débat sur l'IMO. Je pense que l'IMO a encore de beaux jours devant lui. Seulement, il faut être deep dans le truc, connaître les bons agents immobiliers, les bonnes astuces, connaître les bons endroits pour continuer à pouvoir investir dans l'IMO. Mais c'est encore possible. D'ailleurs, 2024 qui arrive, là, il y a des opportunités avec les Jeux Olympiques, les gars.
Les Jeux Olympiques, là, parce que là, c'est pas, mais là, j'ai entendu dire, j'ai pas vérifié l'information, donc je mets un petit bémol, qu'il y a certains endroits qui auraient augmenté les chambres d'hôtel à des 700 € la nuit. Bien sûr. Par rapport aux Jeux Olympiques, à des 1000 € la nuit. Par rapport Bah aux Jeux Olympiques. déjà Donc l'hiver là, ça veut dernier, dire que en termes d'Airbnb, les gens, ceux qui peuvent comprendre, les plus futés comprendront, il y a un truc à faire. Hervé, l'hiver dernier, je suis parti voir la famille en France. Les prix pratiqués, sachant que les hôtels 5 étoiles et puis tous les autres hôtels de catégorie inférieure, ils n'avaient pas le droit de mettre le chauffage à plus de 17 degrés. Donc c'était un ordre de Macron, sinon ils se mangeaient 5 000 € d'amende. C'est Tu 19. vois. Et malgré ça, ils pratiquaient les mêmes prix qu'à Miami. Je suis arrivé à Paris sans avoir de chauffage dans des hôtels 5 étoiles. Les prix pratiqués à Paris étaient les mêmes qu'à Miami en saison haute. Incroyable. Et tu vois, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, je suis en train de mettre de l'argent dans des hôtels 5 étoiles, alors qu'ils n'ont pas le droit de mettre le chauffage à plus de 19 degrés. Donc, pour avoir chaud, j'ai été obligé de prendre un Airbnb loin dans le 91, dans une maison, entre guillemets, écologique. Et en fait, si tu veux, ils ont fait un système de chauffage au sol, mais de manière écologique. Et du coup, j'avais plus chaud là-bas que dans un hôtel 5 étoiles. Mais quand je te dis le chauffage, ça veut dire que ça chauffait plus qu'un chauffage électrique ou un chauffage au gaz. Tu vois, et tout ça de manière écologique, chauffage au sol. Incroyable, tu vois. Donc, tout ça pour dire que l'immobilier, quoi qu'il arrive, de toute façon, on fait tous de la maille pour au final investir dans l'immobilier. Moi, je fais de la maille dans le trading. Au final, c'est pour investir dans l'immobilier. Certes, c'est pour mon lifestyle, mais c'est aussi pour investir dans l'immo. Et puis, c'est un truc aussi que tu pourras léguer. Alors, tu pourras léguer à un moment donné, quand tu n'auras plus la force, avec ce qu'ils mettent dans la nourriture, avec les moustiques mutants qui sont en train de créer, à un moment donné, tu n'auras plus la force de faire quoi que ce soit, il va quand même te falloir des rentes. Tu vois. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, être rentier, légué à ta famille. Voilà. Quoi qu'il arrive, on fait tous de l'argent pour au final investir dans l'IMO, mais il faut investir dans l'IMO intelligemment. Il faut être formé et il faut être connecté à un réseau qui a accès à plein de portes fermées. Donc, du coup, Matt, quand je te parlais des chambres d'hôtel qui ont vu leur prix monter à des 700 000 €, voilà, c'est surtout par rapport à ce qui va se passer en 2024 sur la région parisienne, les Jeux Olympiques. Donc, ce qui est une aubaine, une opportunité pour ceux qui peuvent la saisir ou ceux qui comprennent. Parce que là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire en termes de logement parce que toutes les équipes, tous les pays ont des équipes dans plusieurs disciplines, que ce soit le triathlon, la natation et autres, qui vont devoir loger. Et ces pays-là, les gens sont à l'affût justement. Soit si toi, tu trouves une connexion, tu peux tout à fait louer un logement que tu as, qui est à toi, en mode Airbnb. Il y a quelque chose à faire parce que tu peux même faire des 500 $ la nuit. Et donc, c'est une opportunité comme une autre. Bien sûr, c'est une opportunité parce que déjà, regarde, Hidalgo, en empêchant les Parisiens de faire Airbnb, en même temps, elle demande aux Parisiens d'héberger gratuitement les gens qui vont venir pour les JO, que ce soit pour les sportifs ou pour les touristes, tu vois. Donc, non, il y a une grande opportunité à saisir. Et d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs moyens de se constituer un apport, c'est faire Airbnb au prix du marché, et même plus fort que le prix du marché pendant les Jeux Olympiques. C'est t'imagines que tu arrives à louer un appartement, ne serait-ce que 500 $ la nuit pendant 3 semaines. Tu fais le calcul. Comme à Miami. Exactement. Ah exactement. Oui, ça va vite. Mais les jeux, ça dure combien de temps? Ça dure combien de temps? Combien de jours? Ça va durer, je pense, 3 semaines. 3 semaines, 4 semaines. Ouais, 3-4 semaines. Parce que déjà, il y a 6 mois,
J'ai entendu dire que Hidalgo, sur l'île de France, elle essaye de réquisitionner. Donc, c'est une info qu'il faut vérifier, hein. Donc, je mets un bémol. Il y a des rumeurs comme quoi Hidalgo essaye de récupérer des chambres universitaires pour mettre les sportifs de haut niveau, pour loger des Les sportifs de loger, haut vous niveau les dans les chambres universitaires. Les chambres avec un lit en carton, là. J'imagine. Mais toi, tu as tout dit. Quand tu dis qu'elle veut que. Après, je sais pas d'où tu tiens cette info, mais c'est invraisemblable. Elle demande aux Parisiens ou aux gens de l'Île-de-France de Ouais, ça, c'est loger, véridique, elle est passée à la radio. Ça, c'est de loger gratuitement. Ouais. Mais- C'est de la folie, hein. Tout en les interdisant de faire Airbnb. Tu vois pas le foutement de gueule. C'est incroyable. Et en plus, pour tout ce qui est compétition nautique, elle veut faire ça dans la Seine, où il y a des cadavres depuis les années 1700, dans la Seine de Paris. Ouais, mais Comment tu peut-être veux, comment tu veux qu'entre-temps, nettoyer elle a nettoyé. Hein. Peut-être qu'entre-temps, elle a Tu veux nettoyé nettoyer ça comment? C'est trop sale, Ah, je mec. sais Comment tu pas, veux nettoyer? en mettant de l'eau de Javel. Aïe, 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 aïe. Non, mais je te dis, il y a des gouvernants, là, ceux qui sont aux commandes, des fois, je me demande ce qu'ils ont dans la tête. Moi, je sais pas comment ils vont faire. Peut-être qu'il existe des techniques, hein, mais pour moi, c'est trop sale pour nettoyer. Moi, franchement, j'ai de la peine pour ceux qui vont faire des compétitions nautiques et qu'on va leur dire, allez, casse pas la tête, là, plonge dans la Seine, là, essaye d'arriver premier, essaye de ne pas Non, mais quand avoir, je dis non, mais non, attends, les compétitions, ça peut être comment ils appellent ça là, les gens qui sont dans leur petite barque là, ça peut ouais, être. canoë kayak, tout ce que tu veux, mais bon, Ouais, ça voilà, t'empêche mais pas de voir la alors, tasse, c'est hein. bon, Si les tu gens tombes, ils tu peux plongent. voir la tasse, hein. Ouais, mais oh, tu vas éviter de pas tomber quand même, tu vois, ça va. Ouais, en tout cas, j'espère. Mais en tout cas, pour moi, c'est bien sale et Tu t'auras beau penses me que dire tu que penses tu vas. que c'est si sale que ça, tu penses que c'est radioactif ou quoi? Euh, C'est autour de la Seine, hein, c'est autour Oui, de mais la c'est pas Seine. dans l'eau. Ils mettaient Les du gens ne sable, plongent pas dans ils l'eau. mettaient du sable sur les rives, Oui. sur tout le long, et après tu avais des gens, ils venaient, ils se posaient là en mode comme Ouais, s'ils mais ça étaient à la va. Ça va encore. Ça ramène du Ouais, faux, mais comment on dit? Du peut-être qu'il y folklore. avait des gens qui piquaient des têtes. Hein. Sûrement. Toi, t'en aurais pas fait partie, non? Jamais. À part pour sauver quelqu'un, mais sinon, jamais, mec. Jamais. Déjà, regarde, hein, qu'à Miami, on n'a même pas eu le temps d'aller piquer une tête. Oui, mais c'est parce qu'on est en train de tourner une série. Mais sinon, après tu me diras, c'est vrai que, par exemple, un mec comme Xavier, je l'ai jamais vu aller à la plage. Même si tu viens de la Guadeloupe, même si tu as grandi en Guadeloupe. Ah, mais toi, je t'ai jamais vu aller à la plage non plus. Et si, j'y vais, mec. J'ai des. Bah, tiens, le dernier vlog qui va sortir. Mm. Je suis à la plage, mec. Mais donc, les mecs, en fait, ce Eh, qu'il faut que tu vous avez peur de retiennes. monter votre buste ou quoi? Non, ce que tu dois retenir, c'est que si moi, je t'ai jamais vu et tu m'as jamais vu, c'est juste qu'on va pas à la plage au même moment. Ouais, j'espère. J'espère. Ouais, c'est voilà, c'est pas parce que tu l'as jamais vu qu'il y va pas. Ah, c'est ça. Ça se trouve, lui, il t'a vu, mais il t'a esquivé. Ah, vois, le chenapan. Non, mais bon, pour revenir sur la partie deep de l'immobilier, évidemment, faut pas attendre qu'il y ait un événement pour se dire ah merde, je vais investir ou j'aurais dû investir. Il faut le faire bien avant. Ceux qui sont déjà propriétaires, bah, pendant cette période des JO, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement se gaver plus que ceux qui le font habituellement. Tu vois, donc tout est une question de timing. Il faut faire les choses dans le bon timing. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et surtout, tu l'as souligné plus d'une fois, Hervé, je vais le souligner encore une fois. Si vous ne savez pas ce que vous faites, faites-vous accompagner. Et encore une fois, je dis, vous pouvez vous faire accompagner par qui vous voulez, mais quelqu'un qui a déjà eu les résultats que vous souhaitez avoir. Vous ne faites pas accompagner par Tati Jacqueline qui n'a jamais acheté un bien ou qui a acheté sa résidence principale et qui essaie de vous faire croire qu'il faut investir là ou là et c'est le meilleur endroit pour le faire. Ok, ça va bien plus loin que ça. Et je parle de ça en connaissance de cause parce que pour le coup, j'ai une vraie anecdote. J'ai acheté un bien à l'époque dans le nord de la France et la petite maline de vendeuse, elle a essayé de vendre le bien à 2 personnes en même temps. Ok, donc et je faisais partie de la personne à qui elle essayait de vendre et un autre couple à qui elle essayait de vendre. En fait, son objectif, c'était d'être sûr d'avoir le financement et de ne pas perdre de temps. Sauf que
malheureusement, on a tous les deux eu notre financement, donc tous les trois, puisque c'est un couple. Et pour le coup, ça a causé problème. Donc, moi, j'ai signé le compromis avant le couple en question. Le couple en question a signé un compromis dans une autre agence, donc elle est passée par deux agences différentes. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, une fois arrivé chez le notaire ne pouvait pas choisir à qui il allait donner le bien. Donc finalement, on est rentré sur quelque chose d'un peu plus deep que ça. C'était de savoir qu'est-ce qu'on faisait. Et on a dû, on devait soit emmener cette affaire en justice ou soit trouver un arrangement à l'amiable. Et sur tout compromis, s'il y a une clause qui n'est pas respectée, on peut tout simplement demander un dédommagement à hauteur de 10% de la somme du bien. Et ce qui s'est passé, c'est que, elle ne voulait pas mettre les 10%, elle trouvait que c'était trop élevé. En plus, elle avait forcément des exigences, cette dame. Et moi, je ne voulais pas rentrer dans un long procès, donc on a trouvé un arrangement à l'amiable. J'ai récupéré 8 500 € net d'impôts. Donc tout ça pour vous dire que le simple fait de ne pas savoir ce que vous faites, ça coûte cher. Donc ce qu'elle a voulu gagner, elle a perdu avec moi. Donc comment gagner 8 500 € net d'impôts? Faites des erreurs comme ça. Mais ça Donc, veut dire voilà. qu'en fait, cet agent IMO elle-même, elle n'était pas bien formée alors. Non, en fait, l'agent IMO, elle ne savait pas que la vendeuse était passée par une autre agence. Ouais, donc elle était mal formée. Non. Mais si, parce qu'elle n'a pas pensé à cette éventualité. Non, mais non, en fait, ça, tu n'as juste pas le droit de faire ça. deviner. Ça, tu peux pas deviner. Tu ne peux pas penser que quelqu'un va faire quelque chose qui va la mettre dans l'illégalité, qui va desservir tout le monde. Et pourtant, ça existe. Hein. Et ça existe. Tu vois. Donc, comme quoi, faut faire attention à ce que vous faites quand vous investissez, c'est très important. Et pas que dans l'immobilier, c'est dans chaque domaine. Hein. Et c'est assez marrant puisque il n'y a que dans le domaine de la finance où les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin d'éducation, ils n'ont pas besoin d'apprentissage. Mais dans tous les domaines, on a eu un coach. Quand tu as voulu apprendre à marcher, tes coachs, c'était tes parents qui t'apprenaient à marcher. Apprendre à conduire. Apprendre à conduire, tu avais un coach, on l'appelait tout simplement moniteur auto-école. Ainsi de suite. Dans chaque domaine, tu as eu des coachs, ils avaient juste des noms différents. Alors pourquoi dans l'éducation financière, ça doit venir du ciel et tu dois penser que, ok, c'est bon, je sais faire parce que j'ai mon bac plus 5, c'est bon. c'est ça, tu vois. C'est des choses totalement différentes. Bon, les gars, écoutez, ce fut fort intéressant. Hein. Donc, l'immobilier, pour moi, ça reste un domaine où tu vas toujours pouvoir gagner. Hein, même si les taux sont à la hausse, même si on veut te mettre des bâtons dans les roues avec des lois qui peuvent t'empêcher de capitaliser parce qu'il y a une certaine élite qui veut garder le gâteau pour eux. Je pense que l'immobilier, c'est un domaine où il faut toujours investir. Après, investir de manière réfléchie et être accompagné quand on ne connaît pas le domaine. Mais il y a toujours moyen de faire de l'argent en immobilier et puis surtout de nous constituer une rente, hein, parce que à la fin, vu la conjoncture, la retraite ne sera pas donnée à tout le monde. Donc il faut à un moment donné, quand tu seras à la retraite, avoir quelque chose qui te permette de pouvoir vivre convenablement et profiter de tes derniers jours. Et l'immobilier est une option des plus intéressantes dans ce domaine. Donc voilà, je pense que il faut continuer à guetter les opportunités et à les prendre au moment opportun dans ce domaine-là. Donc c'est toujours très très intéressant. Je ne sais pas donc ce que vous en pensez. Voilà. Moi, Hervé, je te dirais que moi, je me considère comme un éternel étudiant, donc que ce soit dans la bourse, dans le trading, dans l'investissement immobilier, investissement tout court, je continue toujours d'apprendre, je continue toujours de rentrer en contact avec des coachs, j'ai toujours des mentors, j'ai toujours les mêmes mentors dans le trading et dans la bourse, j'ai toujours mes mêmes connexions
et mentor aussi dans l'immobilier. À chaque fois que je voyage, en fait, déjà, je fais toujours en sorte de voyager dans des endroits où il y a beaucoup de locations saisonnières, parce que moi, c'est ça que j'aime dans l'immobilier, c'est faire beaucoup de profit avec la location saisonnière dans des endroits stratégiques qui attirent beaucoup de monde qui aime se loger dans le luxe. Donc, j'essaie toujours de rentrer dans un écosystème dans lequel où il y a le luxe avec les agents IMO qui vont avec. Et ça me permet d'apprendre. Chaque territoire est différent. Mais plus j'apprends, plus je suis armé et plus je peux mettre en place mes munitions pour continuer à faire de l'oseille dans l'immobilier. Mais j'ai toujours mes connexions et j'ai toujours mes mentors. Et quand je dis mentor, bah, c'est des gens qui en savent plus que moi. C'est des gens qui me donnent leur savoir. Le savoir que je n'ai pas, ils me le donnent. L'expérience que je n'ai pas, ils me le donnent. Et moi, c'est comme ça que je grandis. Et c'est comme ça que je deviens plus fort. Et c'est comme ça que je continue d'améliorer ma situation. Et je continue de level up, comme on dit ici. Ouais, effectivement. Donc, voilà, toi, tu aimes le luxe, tu aimes les endroits qui te donnent des opportunités d'investir dans l'immobilier, dans la location saisonnière. Ouais, par contre, je t'ai pas vu trop intéressé par les roupies de Bali, hein. Non, si. En ce moment, je suis en train de regarder comment ça se passe. Mais en fait, il faut que j'aille sur place. Parce que moi, j'aime bien aussi voir ce qui se passe sur place. Tu vois. Donc, je vois plein de projets, des beaux projets. J'ai plein d'amis entrepreneurs qui ont déjà investi là-bas. En plus, ils ont investi au bon moment. Et je compte 2024, je compte aller à Bali voir ce qui se passe sur le terrain. Il faut que je voie de mes propres yeux. Il faut que je palpe. J'ai déjà une garantie que ça se passe bien, que les mecs qui sont déjà sur place font beaucoup d'argent. Il faut que j'aille sur place. Le meilleur moyen de tout déchirer, c'est de venir sur place. Tu vois, ça, c'est clair et net. C'est sur le terrain qu'on apprend, hein. C'est comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il faut que j'aille sur place parce que c'est comme Miami, tu vois, je suis venu sur place et j'ai compris comment ça se passait. Et mais Miami, t'as pas l'air de vouloir décoller de Miami non plus, hein. Malgré. Après, c'est vrai que je me sens bien ici, hein. C'est vrai que je me sens bien. Mais Miami, 2024, c'est prévu. 2024, il y a des constructions partout, mais les gens, ils se barrent. Comment t'expliques? Non, la classe moyenne se barre. Mais les riches qui sont dans l'ultra-luxe, c'est eux qui sont en train de venir. Mais ceux qui sont dans le luxe, dans l'ultra-luxe, parce qu'il y a pas luxe et ultra-luxe, mais en fait, tu ne vas pas forcément les voir dans la rue, tu vois. Tu vas les voir dans des restaurants branchés ou dans des clubs branchés ou dans des masterminds branchés, des masterminds à 30 000 $. C'est là que tu vas les voir, ces gens-là. Sinon, tu ne vas pas les voir traîner dans Miami. Tu vas les voir sur leur yacht. Tu vois, ils vont prendre leur yacht pour aller dans des restaurants qui sont... Tu sais, tu as des restaurants où tu peux venir amarrer ton yacht, manger ton repas et remonter dans ton yacht et repartir. Tu vois, ces gens-là, tu vas les voir là. Mais sinon, la classe moyenne que tu avais l'habitude de voir dans Miami, ils ne sont plus là. Ils ne peuvent plus faire face à l'inflation. Ils ne peuvent plus faire face au prix qui montent parce qu'eux-mêmes, ils sont pas investisseurs immobiliers. Tu vois, regarde, moi, je suis arrivé en 2017. Les New-Yorkais, ils sont repartis ou quoi? Tu as une partie qui repartent, mais tout en gardant leur bien immobilier sur place. Tu as des gens qui sont là, qui sont nés à Miami. Tu vois, par exemple, il y a un mec, il fait beaucoup de location de voitures de luxe et location de yachts. Tu vois, c'est son business. Il a sa conciergerie de voitures de luxe et sa conciergerie de yachts. Et pendant la période de pandémie, ça a un peu freiné, tu vois. Le business, il est un peu freiné. Et moi, je l'appelle, je lui dis, mais comment ça se fait que toi, tu es né ici, tu as grandi ici, tu n'as toujours pas un parc immobilier pour faire du Airbnb comme les Marocains et comme moi? Comment ça se fait? Et tu vois, le mec, il a bugué pendant 1 minute. Il a dit, ah ouais, c'est vrai. Je dis, mais j'arrive de France, j'arrive de Paris. J'ai déjà Certes, tu fais de la conciergerie avec tes voitures de luxe et tes yachts, mais ils sont pas à toi. Moi, j'arrive ici, je suis avec des Marocains qui sont passés directement de Casablanca ou de Marrakech à Miami. Ils ont déjà un parc immobilier de 10 unités. Toi, t'as quoi? Là, ton business, il est en régression. T'as pas un seul appartement sur Airbnb. Tu vois, c'est un truc de ouf. T'as des locaux qui sont là. T'as des locaux en 2017 qu'ils auraient pu avoir l'opportunité de faire Airbnb et ils l'ont pas fait. Ouais, mais souvent, quand aujourd'hui, ils le font pas. Quand tu es dans le truc, tu vois pas l'opportunité que tu as, tu vois, y a des gens qui sont là. Regarde mes cousins de New York. Tu vois, nous, on était là
quand on est venu aux États-Unis, on a ouvert les yeux sur plein de choses et tout de suite, on a vu eux, ils sont là, ils ont grandi là-dedans. Pour eux, ils ne voient pas l'opportunité, ils ne voient pas le truc plus que ça. C'est comme toi, tu dis tout le temps, tu ne comprends pas ce que les gens ils trouvent à venir à Paname faire du tourisme. Hein, Je te jure. parce que toi, tu as grandi dedans, tu as vécu dedans, donc c'est du vu, déjà vu pour toi. Mais eux, quand ils viennent, ils se prennent une claque dans la gueule, tu vois. Donc, Mais parce que moi aussi, je regarde, j'ai mon, comme je dis toujours, j'ai développé mon troisième œil d'investisseur. Parce que tu dois développer ton troisième œil. Quand je fais le touriste, je fais pas simplement le touriste. Je fais le tourisme, mais je regarde aussi les opportunités de business, tu vois. Et tous ceux qui viennent sur Paris, ils viennent pas pour des opportunités de business. Hein. Ils viennent pour pleurer devant la Tour Eiffel. Ils viennent toi, pour t'en vois pas pleurer forcément à Paris, de quoi? des opportunités business. Ben là, j'en vois pour les JO. Là, j'en vois là, pour les JO, des opportunités, j'en vois. Et d'ailleurs, il faut que les gens ils commencent à regarder les prix des hôtels par rapport aux dates des JO pour commencer à réserver des chambres d'hôtel. Et ça a commencé dès maintenant, là, les prix. Ouais, mais les gens, ils auraient dû regarder ça depuis décembre dernier pour prendre à l'avance des chambres d'hôtel pour payer le moins cher possible, pour pouvoir relouer leur propre appartement sur Airbnb ou Booking au prix fort. Tu vois, là, c'est ce qu'il faut faire. Et il aurait déjà fallu le faire depuis le mois de décembre. Tu vois. Donc oui, là, pour les JO, je vois une opportunité, c'est clair. Mais par contre, voilà, même pour les Roland-Garros, il y avait des opportunités. Mais sinon, juste venir à Paris, pleurer devant la Tour Eiffel, c'est moi ce que je vois. Hein. Quand je suis sur Paris, je vois des Uber. Et les Uber, ils me disent, ouais, je comprends pas. Il y a des Américains que j'ai pris la dernière fois. Ils m'ont demandé toute la semaine de les accompagner à la Tour Eiffel. Et ils se mettent devant la Tour Eiffel, ils pleurent et après, ils rentrent dans leur hôtel. Donc, j'ai une question. Tu n'iras pas à la Statue de la Liberté, toi? La Statue de la Liberté, je l'ai vue sur le ferry, j'en avais rien à cirer. Mais c'est pour ça que je suis venu chercher. C'est pour ça. Ouais, moi, je suis venu vivre. Oh, non, mais moi, je suis venu vivre des expériences et chercher des opportunités que j'ai pas en France. C'est ça que je suis venu. Quand je fais le touriste, je cherche des expériences et je cherche aussi des opportunités. En fait, tu joins toujours l'utile à l'agréable, quoi. Toujours. L'agréable à l'utile. Toujours. Sinon, ça n'a pas de sens. Ouais, Voilà. c'est vrai. Et toi, Xavier? Bah, les gars, je pense qu'on a dit des choses bien deep dans tout ça. Je pense qu'on va conclure ce podcast avec, comme d'habitude, hein, il faut tout simplement poser les actions pour obtenir des résultats derrière. Hein. Encore une fois, les actions que vous avez menées hier, c'est le fruit de ce que vous avez aujourd'hui. Donc, regardez votre vie aujourd'hui, ça vous dira ce que vous avez fait hier et avant-hier et les autres jours. Donc, où vous souhaitez aller, eh bien, vous savez exactement les actions que vous devez mettre en place dès maintenant. C'était le podcast Hustler Ambition avec mon gars Xavier, coach immobilier, avec mon gars Etch, qui est dans l'événementiel sur Paris. Et la prochaine, peut-être, ce sera avec Joe. Joe n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite un bon podcast et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode.